j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de Métropolitique. Le podcast qui transporte au cœur des réseaux ferroviaires et vulgarise les transports urbains sans jamais oublier leur dimension politique et leur impact sur la vie quotidienne des citoyens. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. Il a travaillé entre autres sur le tunnel sous la Manche, le métro de Dubaï et le tramway de Bucarest. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Validez votre titre de transport et montez à bord de Métropolitique. Hyperloop, un loopé hyper prévisible. En 2013, Elon Musk met en accès libre sur les sites de Tesla et SpaceX des schémas et de nombreux détails techniques permettant aux entreprises motivées de développer des projets d'hyperloop. Il s'agit d'une vieille idée attribuée à Jules Verne dans une de ses nouvelles. Un moyen de transport terrestre permettant de se déplacer à plus de 1000 km/h via des capsules propulsées dans un tunnel sous vide, ce qui limite les résistances aérodynamiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, Elon Musk a brandi le mythe, le mirage de la vitesse, et pour crédibiliser ce beau projet, il avait mis quelques touches impressionnistes de physique, de principes d'aérodynamique, etc., pointant en particulier que l'obstacle à l'avancement, c'était la résistance aérodynamique, la traînée, etc. Et donc, pour éliminer ça, il fallait que les véhicules se déplacent dans un tube sous vide. Donc là, on avait un scénario avec un fond de crédibilité technique suffisamment pour attiser les curiosités. On va le voir. Initialement, l'hyperloop était annoncé ultra rapide, moins dangereux que la voiture, moins cher et moins polluant que l'avion, voire autosuffisant énergétiquement grâce à l'installation de panneaux solaires. Il était aussi censé s'affranchir des contraintes d'horaire, les capsules pouvant partir à tout moment. Tout cela était donc prometteur, mais quelle a été la réaction du monde des transports et de la presse spécialisée ? Je vais déjà stigmatiser le non-travail de la presse qui est tombé dans le panneau pour la plupart. C'est-à-dire, on parle là d'une presse généraliste, certes, mais aussi d'une presse spécialisée. Il existe des publications papier, en ligne ou sous toutes les formes qui parlent des transports, et tous sont tombés dans le panneau. Et pourquoi ? Parce que on a toujours envie de ringardiser le passé et de se présenter comme les promoteurs de la modernité. Donc, immanquablement, ça ne pouvait que marcher, et c'est ce qui s'est passé. Mais là où c'est un peu plus embêtant, c'est qu'on n'a pas entendu de réaction du monde professionnel des transports. Je veux dire par là, les industriels, pas tout de suite, on le verra après, les ingénieries, absolument pas, et les exploitants de systèmes de transport, qui sont les grands professionnels de la mobilité sur rail. Aucun n'a tiqué, et c'est ainsi que la baudruche a commencé à se gonfler. Quand les premières alertes sur ce qui apparaît aujourd'hui comme une supercherie sont-elles apparues ? Au bout de quelques années, on peut mentionner qu'une entreprise d'ingénierie bien connue avait obtenu, sur le thème de la sécurité, un contrat avec une des 3 entreprises qui levait des fonds pour développer le concept. Cette ingénierie appliquant ses bons principes et la pratique des normes, puisque la sécurité est essentiellement définie par des normes qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays, mais qui tendent toujours dans le même sens, c'est-à-dire la sécurité des biens et des personnes. Et au bout d'un moment, le contrat a été interrompu par cette entreprise, parce que les conclusions préalables traitant de la sécurité étaient plus qu'inquiétantes. On pourrait même dire, montraient dès le début qu'on allait dans le mur. Donc, première alerte. Ensuite, un potentiel client saoudien, en Arabie Saoudite, ils veulent griller les étapes du transport et bien évidemment, ils se projettent vers toute la nouveauté, tout ce qu'il y a de mieux, et pourquoi pas. Et donc, ils ont demandé à une entreprise d'ingénierie d'auditer l'état d'avancement d'un autre des 3 projets afin d'avoir une opinion sur, déjà, l'avancement, on en est où, dans combien de temps est-ce que ça pourrait sortir, et puis, quels sont les problèmes traités et les problèmes non traités. Et là, de nouveau, les conclusions de l'audit ont été sévères, puisque, en un mot, comme on dit, ça disait, l'essentiel des problèmes n'est pas traité,
Et l'essentiel des problèmes, qu'est-ce que c'est ? C'est la sécurité. Plus quelques impasses sur la consommation énergétique et la capacité horaire du système. Beaucoup d'indicateurs étaient au rouge, à tel point que le client saoudien, le client potentiel saoudien, a interrompu les relations qu'ils avaient avec cette entreprise. Pour reprendre un bon mot de François Lacotte, ingénieur chez Alstom, qu'est-ce qui aurait permis de démasquer cette entourloupe ? Eh bien, il faut rentrer un peu dans la technique. Premier élément, c'est le mythe de la vitesse. Curieusement, on arrive encore à faire rêver avec la vitesse et surtout avec la très très grande vitesse. On a l'impression qu'on va atteindre la téléportation quasiment. Alors voilà, on gomme tous les obstacles. Je vais d'un point A à un point B en un temps que je peux quasiment réduire à rien. Ça fait rêver. Mais si on regarde ce qu'il y a derrière la vitesse, la physique est têtue. Derrière la vitesse, il y a de l'accélération. Oui, car pour atteindre des vitesses aussi importantes, il faut accélérer. Après, il y a accélération et accélération. Tout à fait. L'accélération, longitudinale, sur une ligne droite, qui permet de passer de 0 à 300, 400, 500, pourquoi pas 1000 km/h. Il suffit qu'elle soit constante, cette accélération. Ça va vous coller un peu au dossier, mais ça reste tout à fait supportable. Mais c'est une toute autre affaire quand on aborde une courbe, qu'elle soit à plat ou verticale, puisque là, on touche à un côté physiologique. C'est-à-dire que si cette accélération provoquée par le changement de courbure, on passe d'un rayon de courbure infini à un rayon de courbure fini, ça se traduit par un désagrément et l'estomac, et on risque de vomir son 4 heures. Ce désagrément n'existe pas sur une accélération linéaire. Non. Sur un même plan. Non, parce qu'on va accélérer pour donner des chiffres à 1/10 de G, ça va durer un certain temps, on est bien assis, ça se passe bien. En revanche, dans une courbe, on sent immédiatement cette accélération centrifuge qui est très très désagréable, et tellement désagréable qu'elle est normée à 0,5 mètres par seconde carré en France, 0,6 en Allemagne. Si on applique la formule gamma égale V2 sur R pour les spécialistes, on voit que pour une vitesse de 1000 km/h, le R, il est gigantesque. Il fait plus de 200 km. Le R, c'est quoi ? Le R, c'est le rayon de courbure. C'est le rayon de gyration qui va permettre de passer d'un alignement droit à une courbe plane ou verticale. Ce qui veut dire que pour franchir le moindre obstacle, on va avoir besoin d'un raccordement qui va faire 200 km de rayon. Donc, c'est totalement ingérable en matière d'infrastructure. On ne peut pas franchir d'obstacles en passant par au-dessus à de telles vitesses. Donc, pour relier deux villes, il aurait fallu le faire forcément sur un trajet linéaire et plat. Sinon, ce serait confronté directement aux normes de confort pour les passagers. C'est exactement cela. On peut ensuite évoquer la relation entre le temps de parcours et la vitesse pour expliquer la supercherie et donner le petit élément qui aurait permis de la démasquer. Le temps de parcours est proportionnel à la vitesse. En d'autres termes, plus je vais vite, moins je prends de temps. En d'autres termes, l'équation simple x, l'élongation égale vt, la vitesse par le temps, tout le monde pense la comprendre, mais si on la retourne, et si on fait t égale x sur v, qui est la transposée de cette petite équation, on se rend compte que pour une distance donnée, si je veux gagner quelques secondes, il va falloir que j'augmente énormément la vitesse. Au début de cette courbe, on est dans une quasi-droite. Donc, la proportionnalité compte. Et l'impression de tout le monde, c'est que c'est une relation de proportionnalité. Or, c'est une hyperbole. T égale x sur v. Si c'est v la variable, c'est une hyperbole. Ce qui veut dire que quand je vais atteindre des vitesses très très grandes et encore plus grandes, pour gagner une seconde, il va falloir un accroissement de vitesse encore plus élevé qu'au début, quand je passe de 0 à 100 km/h, par exemple. C'est-à-dire que le mythe de la vitesse, il est là. C'est-à-dire qu'on va dépenser des sommes folles en énergie et en robustesse de l'infrastructure pour encaisser de telles vitesses, pour gagner quoi ? Pour gagner quelques secondes sur 100 km. Donc le mythe de la vitesse, il faut se débarrasser de cela et réfléchir sainement à ce que c'est qu'un transport. Autrement dit, le gain de temps qu'on obtient en passant de 0 à 300 km/h est nettement plus important que de 300 à 600 km/h. C'est tout à fait ça. On peut aussi regarder cette supercherie et tenter de la démasquer sous un autre angle, celui de la sécurité.
La sécurité, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident parce qu'il y a des normes. Et il y a des normes parce que ça a été construit d'une manière en général coûteuse pour respecter ces normes afin que l'accident ne soit pas possible. Là, avec le dispositif Hyperloop, personne n'a jamais répondu à la question comment arrête-t-on des capsules lancées à 1200 km/h dans un tube sous vide et qui se succèdent à un intervalle qui a rarement été défini. Parce qu'effectivement, si vous freinez une capsule, toutes les autres derrière doivent freiner simultanément, ce qui implique qu'il y a des moyens de communication entre des mobiles qui se déplacent à 1000 ou 1200 km/h. Ça, c'est pas prouvé, dans un tube en plus. Et donc là, on aurait dû avoir un signal d'alarme, une lumière rouge qui s'allume. Continuons dans la sécurité. S'il y a un pépin, on va s'arrêter. Donc, on s'arrête comme on peut. Admettons que toutes les capsules s'arrêtent simultanément. Et puis, on peut pas redémarrer parce qu'il y a une panne. Donc, il faut évacuer les gens. On est dans un tunnel sous vide partiel. Donc, à très, très basse atmosphère, il y a pas d'air. On peut pas respirer. Il faut quand même évacuer les passagers. Donc, on va dépressuriser, si on peut dire, puisque c'est dans l'autre sens. On va repressuriser le tube. Et puis, il va falloir trouver des portes, alors qu'on a fait un tube parfaitement étanche. Et il faut quand même ménager des portes à un intervalle suffisamment proche pour que les gens n'aient pas à marcher des kilomètres dans un tube fermé. Cette situation, cette mise en situation après un incident, elle n'a jamais été explicitée. Jamais, jamais. Et encore moins le redémarrage après repressurisation. C'est bien gentil. Imaginons qu'on a un tube qui fait 500 km dans lequel il y a 20 capsules simultanément. Tout le monde s'arrête suite à un incident. On remet le tube sous pression pour permettre aux gens d'évacuer, ou au moins les gens d'une capsule d'évacuer, selon la nature du pépin. Et ensuite, pour redémarrer à la vitesse folle de 1000 km/h ou plus, il faut de nouveau faire le vide sous le tube. Donc, combien de temps est-ce que ça va prendre? Peut-être 15 jours. Donc, pendant ce temps-là, les gens sont dans le tube pendant 15 jours. Je me permets une petite parenthèse. Vous avez commencé votre dernière intervention en disant qu'il n'y avait pas d'accident. Il y a quand même des accidents dans le monde du train. Alors, il y a des accidents dans le monde du chemin de fer, et ils sont dus, en général, à des défauts de maintenance. On a eu le cas de Bretigny, n'accablons pas la SNCF, c'est un défaut de maintenance avéré, le procès l'a mis en évidence. Un TGV d'essai a déraillé sur la LGV Est il y a 9 ans pour un défaut de programmation des vitesses acceptables sur les tronçons d'essai. Donc, ce sont des erreurs humaines et on était hors norme dans ce cas-là. Et pour Bretigny, on était hors norme de maintenance. Donc, le respect des normes assure la sécurité. Et donc, ce respect des normes aurait imposé au projet Hyperloop des contraintes qui le rendent inapplicable, en fait. Irréalisable, on peut le dire. D'accord. Un autre sujet qui aurait dû attirer l'attention, c'est le bilan énergétique. Le projet était tout ficelé. Puisque la résistance à l'avancement, les forces aérodynamiques sont le principal obstacle à la progression d'un mobile, on les supprime en enlevant l'air. Très très bien. Néanmoins, il faut de l'énergie pour actionner les pompes qui vont retirer l'air d'un tube qui fait 500 km. Et ça, ce bilan énergétique-là, qui est une sorte de transposition du besoin d'énergie pour faire bouger un mobile, donc on a déplacé le problème, ce bilan n'a jamais été fait, et le bilan énergétique du mouvement lui-même n'a jamais été démontré. Il a été péniblement modélisé avec des modèles qui n'étaient pas adaptés à ce type d'engin. Mais néanmoins, même si la résistance à l'avancement est réduite à son plus petit niveau, une capsule qui va peser 50 tonnes et qu'on veut déplacer à 1000 km/h, on peut quand même penser qu'il va y avoir de l'énergie. Or, ça a été complètement occulté. Encore un point qui aurait pu attirer l'attention. Les stations. Comment est-ce qu'on sort du tube? Donc, il faut faire des gares. Ces gares, imaginons, on en a vu, qui avaient des structures en épi, c'est-à-dire qu'en extrémité de ligne, il y avait des dérivations qui lui permettaient à un tube de se déployer en plusieurs tubes latéraux en épi, de façon à ce que chacune des capsules qui arrivent prenne un épi vide pour stationner et libérer les passagers. Ça veut dire que si on a une capsule toutes les quelques minutes, j'ose pas dire combien va-t-il falloir d'épis à la gare? Donc la gare, elle va occuper 50 hectares, alors que 10 fois moins sont suffisants dans une gare normale. Donc c'est-à-dire que là, on touche à des problèmes d'architecture, à des problèmes
très très pragmatique. Il faut dépressuriser, donc il faut un sas, et puis après il va falloir repressuriser et injecter les mobiles dans un tube à un intervalle donné. Enfin, personne n'a jamais pu figurer comment cette exploitation, ce mode de fonctionnement aurait pu fonctionner. Donc en fait, l'hyperloop, ça aurait consisté à faire transporter des engins à plus de 1000 km/h dans une atmosphère raréfiée. Il me semble que ça existe déjà, ça. Mais oui, ça s'appelle un avion. Une autre question ou d'autres questions auxquelles on n'a jamais obtenu de réponse. Question très pragmatique et qui pilote la totalité des projets d'aménagement, c'est les coûts. Coût de l'infrastructure, coût des véhicules, coût de l'énergie. Et puis, il y a un quotient qui caractérise d'une manière excellente toutes les idéologies oubliées, l'efficacité d'un projet de transport. C'est le rapport entre le coût initial d'investissement au nombre de personnes transportées par an. Pourquoi par an? Parce que ça gomme toutes les variations saisonnières, ça permet de bien lisser l'efficacité, on juge sur une année, voilà, très bien. Et pour cela, on a des ratios bien connus, c'est-à-dire qu'on sait très très bien ce qu'un TGV qui va coûter, disons, 20 millions d'euros au kilomètre, ça dépend du coût de l'infrastructure, mais enfin, c'est les ordres de grandeur. On sait que ce genre de projet peut transporter 20 millions de personnes par an. Donc, sur 500 kilomètres, je vous laisse faire le ratio. Donc, le ratio, il est significatif, ça coûte, c'est jamais gratuit. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le plus gros dénominateur possible. Et le dénominateur, c'est le nombre de personnes transportées par an. Là, on parlait de capsules qui avaient entre 30 et 50 places, dont on aurait pu en envoyer une toutes les 5 minutes, peut-être, avec les distances d'arrêt qu'on a évoquées tout à l'heure. Grosso modo, les révisions de trafic que j'ai pu voir sur un lien donné de, disons, 300-400 km étaient de l'ordre de moins de 1000 passagers par heure et par direction. À titre de comparaison, quelle est la capacité du métro parisien, par exemple? Alors, sur une ligne de métro, on peut atteindre à Paris 30 000 personnes par heure et par direction. Mais pour rester dans le domaine de la grande vitesse, la ligne Paris-Sud-Est, entre Paris et Lyon, qui est la plus chargée, on atteint 20 000 personnes par heure et par direction. Alors qu'une ligne de métro moyenne, elle va faire aussi 20 000. Voilà, les ordres de grandeur, ils sont là. Et non seulement le TGV peut faire 20 000 personnes par heure et par direction, mais il peut transporter 20 millions de personnes par an, parce qu'il est disponible. Parce qu'on sait faire la maintenance la nuit et que le reste du temps, on envoie les trains à 300 km/h et ça fonctionne. Donc, un hyperloop qui aurait une capacité pour arrondir les chiffres de 1000 personnes par heure et par direction, 20 fois moins, il faudrait, pour équilibrer le rapport coût d'investissement, nombre de personnes transportées, qu'il coûte soit 20 fois moins cher, alors ça c'est impossible, ou qu'il transporte 20 fois plus de personnes, donc on en a vu pourtant les limites. Donc dans les deux cas, on bute sur des indicateurs qui sont indépassables. Il y a une troisième option qui aurait pu être d'avoir un prix de billet 20 fois plus cher. C'était aussi un des objectifs rarement cachés d'Elon Musk, c'est-à-dire faire du transport pour ceux qui en ont les moyens. Le prix d'une Tesla est là pour en attester. Pour me faire l'avocat du diable, on pourrait aussi dire que le prix du TGV en France peut être rédhibitoire pour certains. C'est vrai, on n'est pas prêt à payer le vrai prix. Je considère qu'il y a une certaine obscurité entre le coût du transport, le coût réel de l'entretien, le coût du personnel. Quand je dis ça, je ne le mets pas en doute. Je dis simplement qu'on gagnerait à faire de la pédagogie civique en expliquant aux citoyens et aux utilisateurs quelles sont les composantes du coût du transport. Et quand on explique, en général, on convainc davantage. Effectivement, quand on voit des prix du TGV qui sont plus élevés que l'avion, on peut se poser quelques questions, mais il y a des raisons pour cela. Parmi les raisons, il me semble qu'il y a la taxe sur le kérosène, c'est ça? La taxe sur le kérosène, elle est nulle depuis des accords qui sont intervenus après la Seconde Guerre mondiale. Donc, bien évidemment, ce genre d'accord, toutes les compagnies aériennes nationales et privées se sont jetées dessus et ne voudront jamais, au grand jamais, lâcher ce privilège, alors que les transports aériens sont des principaux fauteurs de génération de carbone. Une fois qu'une mauvaise loi est inscrite, c'est très difficile de s'en départir. Alors pourquoi, selon vous, les pouvoirs publics et les investisseurs privés ont mordu à l'hameçon? Eh bien, il est tellement doux de ringardiser le passé. Le train, invention du 19e siècle,
ça ne pouvait être que ringard. Ensuite, la vitesse, on l'a vu, ça fait rêver. Et puis, la modernité, la tendance que l'on trouve dans de nombreux exemples des pouvoirs politiques qui ont des mandats à court terme, leur tendance à vouloir transporter des électeurs plutôt que des passagers. Je m'explique, si vous regardez les tracés de certaines lignes de métro, regardez la ligne 7 à Paris, vous pourrez vous poser des questions, pourquoi elle est si tortueuse? Eh bien, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle allait chercher des électeurs plutôt que des passagers. Voilà. Donc, la capacité de discernement des donneurs d'ordre, quand ils sont publics ou privés, même publics, avec nos impôts, elle est limitée. Elle est limitée parce qu'ils ne font pas confiance aux ingénieurs. Ils ont rarement une culture technique. Et surtout, il faut faire moderne. Voilà, c'est ça. Donc, vitesse, modernité, ce vieil adage fonctionne encore assez bien. Petit bilan non exhaustif d'Hyperloop. Parmi les entreprises ayant tenté de relever le défi technique, Hyperloop One et Hyperloop Transportation Technologies méritent qu'on s'y attarde. En 9 années d'existence, la première entreprise a levé plus de 400 millions de dollars et avait réussi en 2020 à déplacer 2 passagers sur une distance de 500 mètres à une vitesse de pointe de 170 km/h. Donc l'entreprise avait dans un second temps essayé de se concentrer sur un Hyperloop uniquement dédié au fret, donc pas au transport de passagers, mais a quand même fini par mettre la clé sous le tube l'an dernier. La deuxième entreprise, donc Hyperloop Transportation Technologies, située à Toulouse pendant 7 ans, a bénéficié d'investissements conséquents, plusieurs millions d'euros par la SNCF, 5,5 millions par la métropole de Toulouse et 2 millions par la région Nouvelle-Aquitaine. Les résultats palpables et concrets sont un tube de 320 mètres de long, laissé à l'abandon, et des images de synthèse de ces capsules. Hyperloop TT vient de s'installer en Italie pour un projet Venise-Padoue. Pour nos auditeurs non familiers avec la géographie italienne, ces 2 villes sont séparées d'une 40aine de kilomètres et un train les relie déjà en un peu moins d'une demi-heure. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'aventure Hyperloop? Eh bien, ne pas confondre innovation et progrès. Brandir l'innovation comme la finalité des avancées technologiques, c'est à coup sûr se tromper, ne serait-ce que parce qu'on oublie la dimension sociale. Il n'y a pas d'objet technique, il n'y a que des objets socio-techniques. Dans le bilan, si on veut être positif, les 3 entreprises qui ont développé le concept ont fait avancer des produits industrialisables qui étaient au stade du laboratoire et qui trouveront, pour certains d'entre eux, des applications à une autre échelle, pas nécessairement dans le monde des transports. Je pense par exemple à des moteurs dont on dispose aisément selon des réseaux dits de Halbach, les spécialistes se documenteront, et qui permettent de faire des moteurs très performants, très compacts et avec un très très bon rendement, mais des moteurs de petite taille, etc. Donc il y aura forcément des retombées indirectes de cet énorme travail de réflexion, de recherche et développement qui a été impulsé par ce projet. Maintenant, la face sombre de la médaille, c'est que Elon Musk a réussi à retarder, voire à enterrer les projets de TGV qui se dessinaient en Californie et qui n'ont pas vu le jour, qui ont pris 10 ans de retard et qui prendront peut-être un retard éternel. Effectivement, si on en croit un article du Times d'août 2022, Elon Musk a admis à son biographe qu'il cherchait en réalité à pousser les législateurs à annuler un projet de TGV en Californie et n'avait pas du tout l'intention de construire l'Hyperloop. Absolument, on est là dans les vrais noirs desseins d'Elon Musk, c'est-à-dire fabriquer des voitures. Et puis au passage, il avait même promis un tunnel sous Los Angeles au diamètre d'une Tesla, bien évidemment, dans laquelle les Tesla auraient circulé pour éviter les embouteillages du centre-ville. Donc, en réalité, on voit que ce qui l'intéresse, c'est de faire fructifier les domaines où il maîtrise certains pans de l'industrie, mais que l'idée de transport collectif lui donne des boutons, parce que ça veut dire retirer les gens des voitures, retirer les gens des autoroutes et les mettre massivement et efficacement sur des lignes à grande vitesse. Donc l'Hyperloop était un projet utopique, étant donné les normes de sécurité et des règles en général du transport collectif. Avez-vous un mot pour la fin?
Ne pas oublier que le chemin de fer, et le TGV en particulier, c'est une vieille idée neuve. Et cette idée, elle porte encore en elle des marges d'amélioration et de progrès, et non pas d'innovation pour l'innovation. Et ces domaines d'amélioration et de progrès vont dans le sens de la densification des circulations, mettre plus de trains simultanément sur une ligne en les rapprochant les uns des autres. À grande vitesse, c'est un défi. On peut penser quand même à augmenter un peu la vitesse, mais dans des marges raisonnables. On peut imaginer d'exploiter des trains à 350 km/h, voire pousser des pointes à 400, mais les professionnels savent très bien que le vrai défi, il n'est pas là. Le vrai défi, c'est la régularité, la sécurité et la résilience, c'est-à-dire la capacité à absorber toutes les variations qui peuvent intervenir, internes ou externes, et qui s'opposeraient à la régularité du trafic. Merci Michel. Ce premier épisode est désormais terminé. La prochaine fois, nous nous attarderons sur le métro du futur.